centre pour personnes âgées en ce moment. Alors, on les voit arriver dans ce fameux corridor que l'on connaît bien maintenant. Et il y a aussi des gens qui, par exemple, hier étaient au CHSLD de Sainte-Dorothée et qui, aujourd'hui, nous ont expliqué, les gens du syndicat, sont à la Cité de la Santé à Laval, ce qui n'est pas une bonne idée. Des employés, là. Exactement, des employés. Donc, on veut éviter qu'il y ait un carrousel entre les lieux pour les employés, que si vous travaillez à un endroit, vous restez dans cet endroit-là pour des raisons évidentes. Alors, évidemment, entre les souhaits, les directives puis la réalité sur le terrain, il y a un décalage, puis on le comprend. C'est d'une complexité monstre, mais on tend vers l'immobilité. Si vous êtes à un endroit, restez à un endroit. Et avant les fins de semaine, là, c'est une longue fin de semaine. Ça veut de moins en moins dire quelque chose pour les gens qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais n'empêche, avant les fins de semaine, les mises en garde de ne pas oublier les directives seront rappelées, Sébastien, c'est à peu près sûr. Oui, parce que la tentation de se rassembler, il y a des traditions aussi dans les familles. Le jambon à l'ananas, pour certains. Ah oui, je voulais vous dire là-dessus, parce que j'allais vous dire, j'ai pas osé, parce que vous connaissez quand même, j'ai pas osé vous le dire hier, mais si vous aviez goûté le mien, Sébastien, vous aimeriez maintenant le jambon à l'ananas. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. On va se faire un rassemblement. Ça, c'est une autre promesse. Je l'ai dit aux gens d'ici, puis je vous le dis à vous. Quand ça va être fini, attachez votre sucre. On va écouter M. Legault tout à l'heure. Sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, comme d'habitude accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan du jour. On a 41 nouveaux décès, donc un total de 216 décès. Je veux bien sûr offrir mes condoléances à toutes les familles et les proches de ces victimes. On a maintenant 10 912 cas confirmés, une augmentation de 881. On a 679 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 47. On a 196 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 15. Donc, comme vous le voyez, le nombre de décès est important, mais on s'y attendait. C'est en ligne avec les prévisions qui ont été déposées. Puis, il faut se le dire, là, il reste quelques jours avant d'atteindre le pic, le sommet. Donc, malheureusement, on s'attend à ce qu'il y ait encore des augmentations dans les prochains jours. Puis ensuite, ça devrait diminuer. Donc, on est en ligne avec nos prévisions. Par contre, il faut quand même dire les bonnes nouvelles. Quand on regarde les hospitalisations, le nombre de personnes aux soins intensifs, on est exactement en ligne avec nos prévisions qui montrent qu'on approche du sommet. Donc, il y a vraiment une belle stabilisation dans les augmentations du nombre de personnes, autant dans les soins intensifs que dans les hospitalisations. Bon, une chose qui est importante de repréciser, quand on regarde les 216 décès qu'on a jusqu'à présent, 90 % des personnes avaient 70 ans et plus et 9 % avaient entre 60 et 69 ans. Donc, il y a comme, ça veut dire 99 % des décès, là, c'est des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire quand même, d'un côté, c'est rassurant pour les plus jeunes, mais évidemment, ça nous montre là où il faut mettre l'attention, c'est sur les personnes qui sont plus âgées. Bon, je m'inclus là-dedans. Moi, j'ai 62 ans, par contre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'on me dit, dans les personnes qui sont décédées entre 60 et 69 ans, il y avait presque tous des problèmes de maladies chroniques. Donc, ça veut dire que si vous êtes en bonne santé comme moi, entre 60 et 69 ans, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre,
Et c'est là que ça va être important dans les prochaines semaines. Oui, on est en train de regarder pour réouvrir des entreprises. Mais même si les jeunes, les personnes qui vont être dans ces entreprises ne sont pas à risque de conséquences graves, elles peuvent mettre à risque d'autres personnes. Donc, ça va être très important dans les prochaines semaines, les prochains mois, que toutes les personnes qui ont moins que 60 ou 70 ans fassent très attention de ne pas s'approcher de nos aînés. Donc, c'est ça là, qu'il faut se mettre là, dans la tête, tout le monde, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Les personnes qui sont vulnérables, ce sont les personnes plus âgées. Donc, ils n'ont pas plus de chances ou moins de chances que les autres d'être infectés, mais ils ont plus de chances, si elles sont infectées, d'avoir des conséquences graves, comme de décéder. Donc, il faut être très, très prudent. Je le répéterai jamais assez, mais il faut continuer de se le dire, là. Il faut que les personnes plus âgées restent chez elles, puis malheureusement, il ne faut pas aller les visiter, il ne faut pas s'approcher de ces personnes à moins de 2 mètres et puis pas rester longtemps en leur présence. Bon, évidemment, ça, c'est pour les personnes qui sont dans des maisons. Je reviens sur les résidences et les CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de la situation dans les CHSLD. Mais je veux, puis j'ai posé beaucoup de questions depuis quelques jours, autant à l'équipe de Daniel qu'à l'équipe du docteur Arruda. Puis, ce qu'on voit, c'est le problème est vraiment dans quelques CHSLD. On a 6 CHSLD là, où on a la majorité des décès. Puis c'est là qu'il y a une situation critique. Donc, ça veut dire, c'est important de les nommer. Là. Puis je sais qu'on a fait attention de ne pas les nommer, mais on les voit pas mal dans les médias. Donc, c'est important. Puis j'ai fait le choix de les nommer aujourd'hui. Donc, il y a le CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval. Il y a le Centre d'hébergement Notre-Dame de la Merci à Montréal. Il y a le Centre d'hébergement La Salle, à La Salle ou à Montréal. Il y a le Centre d'hébergement Alfred Desrochers à Montréal. Il y a le CHSLD La Flèche en Mauricie, je me souviens bien, à Shawinigan ou Grand-Mère. Puis il y a le CHSLD La Pinière à Laval. Donc, c'est là qu'on a la majorité des décès. C'est là qu'est la situation critique. C'est là qu'on travaille fort. Mais on prévient aussi aux autres endroits. Donc, Daniel s'est assuré, juste au cours des derniers jours, dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins, puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Donc, on fait vraiment des gros efforts pour se concentrer là parce que c'est là que ça va jouer puis que ça se joue actuellement. Bon, peut-être certaines précisions. D'abord, il y a des règles très claires, là. Tout le personnel dans les CHSLD, quand il s'approche à 2 mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Donc, c'est clair, là, quand la directive est claire, quand le personnel s'approche d'un patient à moins de 2 mètres, toujours doit porter le masque. L'autre chose qui est importante aussi de dire, parce qu'il faut comme rassurer la famille qui a des résidents, résidentes qui ne sont pas dans les 6 CHSLD critiques, quand il y a un cas de COVID-19, les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée, là. Il faut que les familles soient appelées. Donc, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas de COVID-19. Bon, l'autre chose, bonne nouvelle aujourd'hui, vous savez, on avait déjà annoncé pour les centres d'hébergement privés. Là, il y avait beaucoup de gens qui ne gagnaient pas des gros salaires. On avait déjà annoncé qu'on donnait une augmentation de 4 $ de l'heure
payés par le gouvernement aux préposés aux bénéficiaires. On avait annoncé aussi dans tout le réseau public une augmentation de 8 pour les infirmières et infirmières auxiliaires, puis de 4 pour le reste du personnel. À partir d'aujourd'hui, puis rétroactif au 13 mars, il va y avoir la même prime dans les résidences privées. Donc, ça veut dire les infirmières auxiliaires dans les CHSLD privés, puis dans les résidences privées vont avoir 8 les autres employés, 4 puis on garde la prime de 4 de l'heure, qui est quand même importante là, pour des gens qui gagnaient seulement 13, 14, 15 de l'heure. Ça reste tout en place. Donc, évidemment, je pense que ce sont des primes qui sont plus que méritées par le personnel de ces résidences privées. Puis on veut en même temps les remercier. Parlant de remerciements, mes remerciements du jour, je vais peut-être être un peu différent aujourd'hui. Plutôt que de faire des remerciements, je veux rendre hommage à nos aînés. On a une espèce de devoir de mémoire à l'égard de nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche, plus belle, et on a un devoir de les protéger. Donc, je veux que ça devienne la priorité de tous les Québécois, toutes les Québécoises, protéger nos aînés. On leur doit ça. Puis je veux en profiter pour, évidemment, saluer les aînés. Je sais que vous vivez une situation qui est difficile. Il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison. Puis là, ben, on ne leur annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles en disant que ça va durer plus longtemps pour nos aînés, ce confinement. Donc, je vous dis merci, puis je vous dis qu'on est avec vous. En terminant, je veux vous dire que samedi, comme d'habitude, la vice-première ministre va me remplacer, puis dimanche, on va faire relâche. Étant donné que on espère que la crise va s'atténuer, on commence à prendre quelques journées là, pour revenir un peu aussi à la normale. Mais je termine en revenant sur la consigne là, la plus importante, selon moi, faire attention à nos aînés. Je le sais, en fin de semaine, c'est Pâques, là. Il ne faut pas aller visiter nos parents, nos grands-parents. Faites comme moi, là. J'irai pas voir ma mère dimanche à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais je vais l'appeler. Donc, maman, je t'appelle. Et j'invite tout le monde à faire ça avec vos parents, vos grands-parents. Vous n'allez pas y voir en fin de semaine, mais vous les appelez. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Good afternoon. Bonjour. Je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations quant aux résidences pour les aînés. Je ne veux pas pourtant que les Québécois pensent que la situation est critique partout. Il y a 6 résidences publiques où la situation est critique. Et c'est là où la majorité des décès est survenue. Donc, nous concentrons nos efforts là, mais nous faisons également tout pour empêcher la contagion dans d'autres résidences. Car protéger les aînés demeure notre toute première priorité. C'est Pâques, cette fin de semaine. Je vous demande de ne pas rendre visite à vos parents, mais s'il vous plaît, appelez-les. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec André Martin, TVA Nouvelles. Oui, bonjour à vous trois. Je sais que le nombre de décès dans les CHSLD vous préoccupe. Je pense que ça préoccupe l'ensemble des Québécois également. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée sur le nombre de décès concrètement là, dans les CHSLD versus dans les hôpitaux, s'il vous plaît? Écoutez, dans les CHSLD, actuellement, on en a 106
qui ont été rapportés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient originellement dans le CHSLD. Une proportion est allée à l'hôpital. Je trouve que c'est bien important de comprendre. Ce qu'on classifie ici, c'est l'origine des personnes. C'est pas toutes les personnes en CHSLD qui vont nécessairement à l'hôpital, mais il y en a quelques-uns qui y vont. Donc, 49 des gens proviennent du milieu des CHSLD. Après ça, il y en a 22 qui proviennent directement du domicile, 22 des résidences pour personnes âgées, et puis il y en a 2 qui étaient en CH directement. Il y a 5 qui est inconnu. Là. Donc, c'est encore dans le milieu du CHSLD où on a le maximum de personnes décédées, parce que c'est là aussi où se retrouvent les personnes les plus malades, comme telles, qui ont des maladies chroniques de façon importante et d'autres types de maladies. Pourquoi, à ce compte-là, les proches peuvent-ils encore aller visiter leurs personnes proches dans les CHSLD? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu interdire, parce que pour des motifs humanitaires, je crois que c'est encore permis à certains endroits. Pourquoi ne pas les avoir interdits plus tôt dans votre stratégie? Bien, je veux juste dire que très tôt, on interdit les visites dans les centres de personnes âgées. On fait une exception pour les personnes qui vont mourir, donc qui sont en fin de vie. Je pense que ce ne serait pas humain de dire à un enfant, vous pouvez pas une dernière fois voir votre père ou votre mère. Là. Donc, on prend les précautions nécessaires, mais je pense que c'est tout simplement une question humaine. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions sur les 6 centres de personnes âgées que vous avez nommés, à savoir combien il y a de décès dans ces... parce que vous dites que ce sont les endroits critiques, là. Combien il y a de décès dans ces établissements-là? Combien de gens ont testé positif? Est-ce que vous avez des données en ce sens-là? Oui. CHSLD Sainte-Dorothée, 16. Notre-Dame de la... Des décès, oui. Notre-Dame de la Merci, 13. La Salle, 7. Alfred Desrochers, 5. La Flèche, 20. Et La Pinière, 10. Oui, excusez-moi, parce que je prends des... hier, vous avez créé une espèce de mouvement d'optimisme dans l'industrie de la construction, M. Legault, en ce sens que vous avez dit, bien, peut-être qu'on pourrait rouvrir en gardant certaines mesures de distanciation. On me dit qu'il y a des entreprises de construction qui ont été submergées hier d'appels de clients, etc. Est-ce que vous pouvez être plus précis, d'une part, sur le moment où vous comptez permettre l'ouverture de cette industrie-là, que vous avez déjà qualifiée d'essentiel pour le support économique de l'économie québécoise? Oui. Bien, écoutez, là, on prévoit dans les prochains jours atteindre le pic. Là. Donc, il faut s'assurer que ça soit vrai. Donc, que les chiffres se maintiennent. Ça fait quelques jours que les chiffres d'hospitalisation se maintiennent. Bon, j'aurais dû commencer par dire j'ai besoin du OK du docteur Arruda. Donc, je travaille fort là-dessus. Mais c'est pour ça aujourd'hui que je disais 99 % des décès sont chez des personnes de 60 ans et plus. Donc, que des gens plus jeunes aillent travailler dans le secteur de la construction, si ils ne vont pas proche des personnes de 60 ans et plus, je pense que les risques sont limités. Donc, évidemment, on va suivre dans les prochains jours l'évolution des données, continuer à avoir des discussions, mais je pense qu'il faut quand même commencer à penser à ce que, on voit les chiffres de chômage, là, les centaines de milliers de Québécois qui sont en problème financier, que s'il n'y a pas trop de risques, d'être capable de réouvrir, rester à 2 mètres. Donc, c'est ce qu'on va suivre dans les prochains jours. Puis là, on va se donner un plan. Puis au début, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à 2 mètres. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Donc, vous venez d'en parler. On semble comprendre que le déconfinement que vous prévoyez est notamment ciblé en fonction des personnes plus à risque. Donc, les aînés pourraient être confinés plus longtemps. Est-ce que aussi vous envisagez un déconfinement plus régional? Bien, beaucoup discuté de ça.
Je commence à être spécialiste en santé publique. J'ai posé la question, étant donné que Montréal est peut-être déjà au pic, est-ce qu'on commence par Montréal ou on commence par les régions? Ils m'ont dit que c'est une très bonne question. C'était la première réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné qu'il y a plus de cas à Montréal, même si on commence à être sur la pente descendante, on va peut-être avoir plus de cas que ceux qui n'ont pas encore atteint le pic dans certaines régions. Donc, il y a encore un besoin d'avoir plus de données pour répondre à cette question-là. C'est ça que j'ai compris. Vous avez quelque chose? Mais si vous me permettez, oui, votre question est pertinente. On se la pose à chaque jour, mais je voudrais vous dire une chose. C'est sûr qu'en tant que directeur national de santé publique, je suis aussi préoccupé par les déterminants de santé qui font qu'un peuple est en santé, dont l'économie, le travail, etc. Mais il faut faire attention. On a pesé sur un interrupteur rapide de faire une cessation immédiate, décision très courageuse de notre premier ministre. Autant la reprise doit être progressive avec un thermostat ou un rhéostat de lumière, parce que le danger, parce que c'est pas tout le monde qui a été infecté, si tout le monde commence à ressortir comme tel partout, c'est d'avoir un autre pic. Un pic qu'on aurait évité et aplati dans un premier temps et qui reviendrait. Et puis aussi à avoir des deuxièmes phases. On se souvient du SRAS à Toronto, qui avait créé d'ailleurs l'Agence santé publique du Canada. Le gouvernement s'est fait reprocher, d'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et ce n'est pas une question politique. Les gens de santé publique même ont été questionnés là-dessus. C'est qu'on avait pensé, tout était rentré dans l'ordre. Et puis, c'est revenu avec un pic très, très effroyable. Et ça, l'OMS, toutes les organisations internationales nous disent de faire attention à ça. Okay? Et je tiens à vous dire aussi que les autres pays qui ont l'épidémie bien avant nous comme tel sont en train de commencer à réouvrir, mais personne ne va d'une switch de off à on. Et il faut surveiller. Il y a des conditions précises de surveillance, de milieu. Puis on va bien entendu réouvrir les chantiers ou les domaines qui sont essentiels au fonctionnement et qui vont aller, je vous dirais, avec des respects de certaines conditions. Donc, il ne faut pas interpréter la réouverture de l'économie ou de certains secteurs comme étant « on y va, on revient exactement comme avant ». Ça, ce serait dangereux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où il y a du télétravail qui va se faire, des tours à bureau, etc. Et on n'ira pas prendre les chances parce que c'est impossible, à moins que quelqu'un me le garantisse, qu'il n'y ait pas de contact avec aucune des personnes âgées. C'est impossible. Plus on va être en confinement, plus les gens vont être fatigués, vont vouloir relâcher. Mais j'invite les Québécois, les Québécoises qui ont été extraordinaires jusqu'à maintenant à comprendre ce message-là. En fin de semaine de Pâques, il ne faut pas faire de rassemblement. Le PM le dit régulièrement. Mais on va réouvrir. Et on veut redonner de l'espoir. La lumière s'en vient au bout du tunnel. Mais on va faire une analyse secteur par secteur, région par région. Puis on va faire des recommandations à notre premier ministre qui prendra les décisions nécessaires. Vous avez donc parlé du 2 mètres de distanciation pour les professions. Donc, vous allez prioriser les professions qui vont être capables de mettre leurs employés à 2 mètres. Qu'adviendra-t-il des professions qui impliquent un rapprochement physique? Je pense aux coiffeurs, aux esthéticiennes, aux physiothérapeutes, par exemple. Bien, évidemment, c'est plus difficile. Si on veut garder 2 mètres, puis on est coiffeur, coiffeuse, c'est pas mal difficile. Donc, ça veut dire que ça va venir plus tard. Mais bon, l'autre critère qui est important aussi, c'est quel âge a la personne qui coiffe, quel âge ont les clients. Et je reviens au fait que 99% des décès sont chez des personnes qui ont 60 ans et plus. Donc, ça veut dire que, je pense entre autres aux enfants dans les écoles, les garderies, oui, il y a des risques qu'ils soient infectés, mais les risques qu'il y ait des conséquences graves sont très faibles. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. J'aimerais faire un suivi sur la question que je vous ai posée hier, Mme McCann particulièrement. Vous savez, ça concernait le non-respect des protocoles sanitaires des résidences privées pour personnes âgées et pour le personnel des CIS et des CIUS qui vont faire des soins à domicile. Je vais vous lire ce qui a été communiqué par un CIUS, pour ne pas le nommer, concernant, voici, je le mets entre guillemets, concernant ce qui est dit en conférence de presse par le premier ministre ou un ministre. Il faut être prudent avec ces informations. Nous travaillons uniquement avec les communiqués officiels qui vous sont envoyés par le CIUS. Donc, il faut être prudent avec les informations que vous nous donnez ou est-ce que vos informations ou les lignes directrices que vous donnez ne se rendent pas dans les CIUS concernant le respect des protocoles sanitaires dans les résidences personnes âgées? Bien, j'ai justement eu l'occasion d'en parler avec les PDG aujourd'hui, il y a une couple d'heures.
Et on s'est rappelé, évidemment, que les résidences personnes âgées là, prennent des mesures importantes pour protéger leur clientèle et on doit les respecter. Alors, c'est ce qui a été dit au PDG et je pense qu'il faut que ça soit appliqué sur le terrain. Donc, quand on arrive dans une résidence personnes âgées autonome, on suit le protocole qui a été mis en place par la résidence, qui est très sécuritaire, et on suit ce protocole dans toutes les régions du Québec. C'est important, ce sont des partenaires importants et c'est une clientèle très importante. Les gens qui résident dans... Et je vais plus loin, on a donné un budget pour augmenter les ressources. On veut que les CIS et les CIUS aident les résidences personnes âgées autonomes à embaucher du personnel. On veut aussi qu'ils leur rendent disponible une infirmière qui va voir à ce que toute la question de la prévention des infections soit respectée. Alors, on travaille beaucoup avec eux et ça va s'intensifier. En complémentaire, si vous permettez, je vais prendre un exemple qui m'a été donné par un gestionnaire qui, notamment des 1000 résidences sous sa responsabilité dans la région de Lanaudière. Et comme c'est courant, habituellement, il y a une ambulance qui se présente par jour. C'est statistique moyenne. Ces gens-là sont souvent hospitalisés pour des problèmes de santé et reviennent par la suite dans leur résidence. Et des fois, le CIS informe une semaine après que cette personne-là était en contact avec des gens qui étaient contaminés, du personnel de santé qui était contaminé. Et des professionnels ou des gestionnaires demandent à ce qu'il y ait une zone tampon pour pas que les gens ne soient pas réintégrés comme ça dans la résidence personnes âgées. Est-ce que ça serait possible, par exemple, d'envoyer ces personnes-là pour 14 jours à l'hôtel, le temps que des tests soient faits, par exemple? Bien, je vais vous dire, là, puis Dr Arruda voudra peut-être compléter qu'il y a des directives là, qui sont actuelles, là, où est-ce qu'on dit pour le dépistage que pour les gens qui retournent en milieu de vie, que ce soit un CHSLD, une RPA ou une RIRTF, il faut qu'ils soient testés et qu'ils soient négatifs avant de réintégrer ces milieux de vie. Ça, c'est un premier critère là, de dépistage qu'on se donne maintenant pour éviter justement la contagion. Et ce qu'on dit également, c'est qu'on va dépister tous les résidents et tout le personnel dans les CHSLD ou les milieux de vie qui ont un cas confirmé. On en a plusieurs là, au Québec. Alors, tous les résidents, tout le personnel vont être dépistés. Et s'il y a d'autres indications que la santé publique nous donne, bien, on va faire le dépistage. Alors, tout ça est implanté maintenant et ce sont les règles qu'on se donne pour éviter la propagation dans les milieux de vie des personnes âgées. Ça vous va? Donc, Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à tous. Justin Trudeau a dit plus tôt aujourd'hui qu'on ne verra pas de retour à la normale avant l'arrivée d'un vaccin. Lui a estimé ça à 1 an et demi. Au début de la crise, M. Legault, vous nous aviez parlé des frontières. J'aimerais que vous nous en parliez à nouveau aujourd'hui. Avez-vous l'intention de demander que les frontières restent fermées pour cette période-là pour éviter que des voyageurs rapportent le virus? Bien, on n'est pas encore rendu à l'étape là, de réouvrir. Est-ce qu'on le sera? Puis quand? Bien, les questions vont se poser au fur et à mesure. Mais c'est certain, comme je le disais hier, la vie normale où on peut embrasser sa grand-mère ou sa mère, là, c'est pas pour demain. Ça va prendre des mois. Mais la question des frontières, bien, ça va faire partie des sujets qui seront discutés dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis je vais demander l'avis de la santé publique. Bien, écoutez, il faut comprendre que, comme le dit le premier ministre, on va le regarder. On va le regarder en fonction de l'épidémiologie de ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, actuellement, on a New York qui est très, très chaud. Donc, si New York diminue de façon importante, je pense, dans le fond, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle va faire partie de notre échiquier. Puis je tiens à dire aussi quelque part, c'est que faut pas penser non plus là, qu'on va éviter tous les cas. Là, on va finir par accepter une certaine transmission dans la communauté pour que ça s'éteigne avec le temps. Donc, et donc, dans les faits, on va toujours évaluer la balance des risques de réouverture versus le contexte épidémique potentiel. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas que les gens pensent que la société va arrêter de fonctionner là, pendant 1 an et demi. Elle va revenir à un certain niveau de normalité, mais c'est sûr que l'arrivée d'un vaccin, excusez-moi, pas de médecin, mais d'un vaccin et d'un médicament va être aidant, notamment pour traiter les personnes et les éviter de mourir. Donc, dans le fond, oui, ça va être regardé
la réintroduction du virus par le voyagement de l'extérieur, la capacité du Québec de contenir, parce que ce qu'on ne veut pas non plus, c'est avoir une autre vague à l'automne, puis que là, le système de santé soit surchargé. N'oubliez pas que ce qu'on a fait, c'est s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme en Italie, où on aurait manqué de place pour soigner. On a tellement bien fait qu'on a abaissé de façon importante la courbe, mais il ne faut pas perdre nos acquis en allant trop vite, puis que ça revienne, qu'on ait tout simplement retardé un petit peu, on a abaissé, puis que ça revienne à l'automne, puis qu'on soit encore, on ait perdu les acquis de ce sacrifice qu'on demande aux Québécois de distanciation et de perte d'économie. Rapidement, sur question. Oui, Madame Mécan, il y a des médecins en pratique privée qui aimeraient venir prêter main forte à leurs collègues au public, mais disent que les règles actuelles ne leur permettent pas de le faire sans abandonner leurs patients au privé. Est-ce que, d'une part, on a besoin de ces médecins-là ou est-ce qu'on en a assez? Puis d'autre part, est-ce qu'il ne serait pas temps de modifier les règles du jeu là, pour qu'ils puissent aller au privé sans abandonner, entre guillemets, leurs patients au privé? Au public, écoutez, plutôt. moi, je pense qu'on va se pencher là-dessus. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Alors, je ne peux pas présumer, là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va regarder ça certainement de façon sérieuse. On disait hier qu'on a 450 médecins de famille qui sont prêts. Ils sont en train de nous prêter main forte là, dans les CHSLD. J'ai même discuté avec la présidente de la FMSQ qui a demandé à me parler pour une contribution des médecins spécialistes même en CHSLD. Et je veux en profiter là, pour vous parler de quelque chose que j'entends dans les médias dernièrement par rapport au transfert des personnes en CHSLD vers les centres hospitaliers. Quand on parle des médecins là, qui viennent nous prêter main forte, le médecin, là, il a vraiment un rôle très important dans le CHSLD. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est que quand une personne est en CHSLD et qu'elle a besoin de traitement en centre hospitalier, nous la transférons. C'est sûr qu'il y a une discussion avec le médecin de famille, il y a une évaluation. On tient compte également des niveaux de soins. Vous savez qu'il y a 4 niveaux de soins. Il y en a 2 où est-ce que les gens demandent d'avoir des soins d'intubation, des soins hospitaliers. Mais il y a 2 autres niveaux de soins où les gens demandent de ne pas avoir des mesures extraordinaires et veulent avoir des soins de confort. Alors, il se peut que dans les CHSLD, il y a des niveaux de soins où les gens ont dit, ben moi, je veux avoir des soins de confort si mon état se détériore. Alors, parce que la clientèle, les personnes qui sont en CHSLD, des personnes qui sont très malades. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, pour vraiment mettre au clair ce qui court un peu dans les médias actuellement, c'est qu'en aucun cas, on n'empêche le transfert de personnes vers des centres hospitaliers. Les gens des CHSLD, les personnes qui ont besoin de soins, et ça, c'est évalué avec le médecin, sont transférés en centre hospitalier. Et il y en a eu plusieurs qui ont été transférés dans les centres hospitaliers pour être traités. Alors ça, je veux faire cette clarification-là aujourd'hui qui est très, très importante. On s'occupe de nos gens qui sont dans les CHSLD. Merci. Prochaine question, Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour. Selon ce qu'on en comprend, la gestion des équipements au CHSLD de Sainte-Dorothée, par exemple, est assez chaotique. On peut s'imaginer que c'est comme ça ailleurs. Quand vous disiez « ça va pour l'instant dans les hôpitaux », parliez-vous aussi des CHSLD et pouvez-vous faire une mise au point sur comment ça se passe dans les CHSLD? Est-ce qu'on a assez d'équipements? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'on est en train de corriger le tir, d'autant plus qu'il y a un redéploiement massif vers les établissements? Oui. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que justement, j'ai parlé au PDG il y a une couple d'heures et j'ai parlé au PDG, justement, qui s'occupe de situations d'éclosion, comme à La Flèche, comme à Laval également, et même à Montréal. Et tous m'ont dit qu'ils ont ajouté du personnel. La situation n'est pas facile, mais ils ont ajouté du personnel. Ils ont l'équipement de protection et ils tentent d'organiser le plus possible, vraiment, que ce soit les mêmes personnes qui donnent les soins aux patients. C'est-à-dire que les gens ne se promènent pas d'une unité à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Alors, et les équipements de protection sont là. On instaure le dépistage, comme je vous l'ai mentionné, à travers tous ces établissements-là. Alors, ce n'est pas une situation facile, c'est sûr, mais vous voyez, il y a du renfort qui arrive, des médecins aussi, et probablement des spécialistes aussi. Alors, on a toute une équipe, là. On a 1000 personnes de plus dans les CHSLD actuellement. Et il va y en avoir davantage aussi. Alors, on est en train de vraiment prendre en charge la situation et on fait tous les efforts pour que ce soit une situation qui soit la plus normale possible.
Avec ce que Justin Trudeau a dit tantôt par rapport au vaccin, que ça va prendre du temps avant qu'on revoie un retour à la normale. Avec ce que vous avez dit hier, on en comprend qu'on n'aura pas de plaisir avant un bon bout de temps. À quelque part, on est des animaux sociaux. Comment vous allez faire pour contenir la population là, qui commence déjà à taper du pied alors que l'été va arriver, qu'il va faire beau, que les gens vont vouloir se rassembler? Quel est votre plan pour contenir la population? Bien, écoutez, c'est sérieux, c'est grave. Il y a des décès. Je pense pas que j'ai besoin de faire un dessin. Mais oui, on va réouvrir des entreprises. Oui, on va à un moment donné réouvrir les écoles. Mais d'être capable d'être 200 ou 2000 dans une salle collés les uns sur les autres, bien, c'est pas pour demain matin. Puis c'est plate. Mais à un moment donné, il va falloir prendre les mesures nécessaires pour qu'il y en ait le moins possible de décès. Donc, moi, je fais confiance au bon jugement des Québécois. Quand je vois jusqu'à présent comment les Québécois ont réagi, je pense qu'ils ont été responsables, ils ont été disciplinés. Il y a des choses qu'on va pouvoir reprendre, mais pas tout. Puis il va falloir s'habituer pendant un certain nombre de mois à garder cette distance avec les autres personnes. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour. Vous demandez justement aux personnes âgées de rester chez eux, de ne pas recevoir de visite. Est-ce qu'on doit en comprendre que c'est pour justement les prochains mois jusqu'à temps qu'il y ait soit des médicaments qui traitent bien le virus ou un vaccin? Et est-ce que ça veut dire pour les personnes âgées qui sont à la maison et qui nous écoutent en ce moment, qui vont passer l'été dans leur salon et qui ne pourront pas aller, par exemple, faire des barbecues avec leur famille ou voir leurs petits-enfants? Bon. Déjà, on l'a dit plusieurs fois, prendre une marche en restant à 2 mètres des autres personnes, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique. Donc, il va peut-être falloir trouver des activités comme ça, mais ça va être très important dans les prochains mois que les personnes de plus que 60 ou 70 ans fassent attention de ne pas être à moins de 2 mètres des autres personnes. Parce que oui, on atteint le pic, mais il va encore avoir de la contagion une fois qu'on va descendre la colline, là. Donc, les personnes qui sont vulnérables, malheureusement, ce sont les personnes âgées. Je pense qu'il y a possibilité peut-être d'organiser des activités, mais tout en respectant la distance. Madame la ministre de la Santé, on vous a interrogé par le passé justement sur la directive de la santé publique qui permet de ramener certains employés au travail après une période d'isolement de 7 jours. Et vous aviez dit que ça se faisait dans des circonstances exceptionnelles pour assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Mais c'est quoi qui est le plus dangereux pour la vie humaine? Un bris de service ou des employés qui reviennent et qui répandent le virus? Bien, écoutez, d'abord, il ne faut pas que les gens soient symptomatiques, c'est bien évident, là. Il n'y a personne qui va revenir au travail s'il est symptomatique. L'autre chose, c'est qu'on va les tester. Hein? On a dit qu'on va tester toutes les personnes là, qui sont dans un centre d'hébergement où est-ce qu'il y a au moins un cas confirmé. Alors, tous ceux là, qui sont en éclosion là, actuellement, ils sont tous testés ou vont l'être à très, très court terme. Là. Mais à mon avis, ils sont tous testés. Mais pour les autres, aussitôt qu'il y a un cas confirmé, on va tester. Alors, les gens qui vont vouloir revenir, qui vont pouvoir revenir au travail, on va les tester aussi. Alors, ça, c'est une mesure de protection additionnelle qu'on se donne. Et je rajoute que quand ça s'est passé, là, dans le passé, que quelqu'un arrivait au travail, revenait au travail après 16 jours, il y avait des mesures de protection importantes qui étaient prises avec des masques de procédure, prise de température 2 fois par jour. Mais effectivement, ça a été des situations extrêmement exceptionnelles. Hein? C'est vraiment pas quelque chose qu'on a fait souvent. Il y avait un danger de bris de service. Mais à ce moment-ci, ce que je vous dis, c'est qu'on va tester tout le monde dans des CHSLD où il y a un cas confirmé, au moins un cas confirmé. Tout le monde va être dépisté. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Monsieur Legault, dans votre esprit, est-ce que rouvrir les écoles, ça pourrait se faire par région ou c'est tout ou pantoute, comme on dit? Bon, il n'y a rien d'exclu. Bon, je le répète, pour les enfants, les risques sont très minimes de conséquences graves si jamais ils attrapaient la COVID-19. Évidemment, on va avoir des discussions avec le Dr Arruda, Santé publique, de voir quelle est la situation dans chacune des régions. Donc, on ne l'exclut pas d'y aller par région, mais c'est aussi possible qu'on soit capable de tout ouvrir en même temps.
Si vous me permettez, effectivement, votre réponse est tout à fait excellente, Monsieur le Premier ministre, mais je voudrais aussi dire, c'est important qu'on continue à maintenir les choses. Mais c'est important aussi, vous compreniez, qu'on ne restera pas confiné comme ça, là, pendant des mois et des mois. On va réouvrir certaines activités, on va même accepter certaines transmissions locales. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un système de soins qui est plus capable de vous traiter. Ce qu'on ne veut pas, c'est que des gens meurent parce qu'ils ne savaient pas que ça les exposait à du danger. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez actuellement que même si on a un vaccin seulement dans 18 mois ou 12 mois, que la société va rester confinée comme ça, les gens vont virer fous de toute façon. Et ce ne sera pas possible de le faire. Mais on va, en fonction de l'épidémiologie qu'on va observer, en fonction de la gradation, puis je vais vous dire probablement qu'au début, la gradation va être faible, puis après ça, elle va remonter rapidement, puis on va réouvrir. On a fermé d'un coup, on ne peut pas réouvrir d'un coup. On doit réouvrir en mesurant ce qui se passe, puis en se donnant une capacité. Fait que je ne voudrais pas que vous restiez sans espoir, mais je voudrais vous demander que dans les prochaines semaines, on soit encore prudent et qu'on comprenne les consignes. Chacune des décisions va balancer ça, là. Hein? Parce que si on se retrouve aussi avec des suicides, des dépressions, des gens qui perdent, à cause de leur divorce, parce qu'ils ont perdu leur capacité de vivre, on ne sera pas plus avancé au nom de la maladie infectieuse. Mais c'est un équilibre qu'il faut faire. Et pour ne pas perdre tous les acquis qui ont été faits en fonction des décisions que le premier ministre a eu le courage de prendre, il faut le faire. Il faut le faire avec un plan gradué, puis qui va s'accélérer. À un moment donné, là, il faut penser qu'on va redevenir une société, à mon avis, plus forte, en espérant qu'on va avoir diminué le maximum d'impact sur le nombre de décès. En sous-question. Madame McCann, je sais que vous aviez parlé d'offrir aux travailleurs des CHSLD de loger dans les hôtels. Je me demandais où est-ce que ça en était. Est-ce que ça avait été... est-ce que les gens vont embarquer là-dedans ou il n'y a personne qui l'utilise? Ou... Bien, c'est toujours une possibilité. Écoutez, non seulement, je vais vous dire, là, je vais en profiter pour vous dire ceci, non seulement pour les travailleurs, mais même pour les résidents. Dans l'ouest de l'île, par exemple, il y a un hôtel là, qui a été utilisé pour certains résidents pour justement agrandir l'espace là, dans un CHSLD et pour certains résidents qui n'étaient pas malades là, de la COVID-19, d'être là. Pour les travailleurs, c'est toujours une possibilité. Alors, c'est ouvert. Si les gens veulent s'en prévaloir, on peut l'organiser. À ce moment-ci, je ne pense pas que c'est très répandu, mais c'est certainement une possibilité si les travailleurs le requièrent, le souhaitent. C'est pas tout le monde, parce que, vous savez, par exemple, une personne qui est monoparentale, là, veut retourner chez elle, mais il peut y avoir des travailleurs qui pourraient le souhaiter et on est très ouvert à la possibilité. Merci. Maintenant, question d'un média qui n'est pas représenté ici à la Tribune de la presse. Elle nous a été envoyée aujourd'hui par Henri Ouellette-Vézina du journal Métro. Donc, pour M. Legault, plusieurs locataires qui n'ont pas renouvelé leur bail avant le début de la pandémie s'inquiètent aujourd'hui de se retrouver sans logement le 1er juillet prochain. Le gouvernement a-t-il un plan pour protéger ces personnes ou encore pour prolonger les baux en question? Bon. D'abord, les chèques de 2 000 ont commencé à être distribués par le gouvernement fédéral. Donc, c'est possible pour les gens de payer leur loyer. Maintenant, on suit la situation de très près. André Laforêt, la ministre des Affaires municipales puis de l'Habitation, suit de très près la situation du logement dans chacune des régions du Québec. Il y aura un effet de domino dépendamment de quand on va recommencer la construction domiciliaire pour ceux qui devaient déménager. On sait qu'au Québec, c'est beaucoup de déménagements le 1er juillet. Donc, ça fait partie du suivi, là. Il est peut-être un peu tôt pour parler de mesures. Est-ce que dans certains cas, on veut reporter les déménagements? Est-ce qu'on veut prolonger les baux? On n'est pas là pour l'instant, mais on n'exclut rien à ce moment-ci. On va regarder ça dans les prochaines semaines. Merci. C'est ce qui complète pour nos questions en français. Nous allons donc passer aux questions en anglais. And we'll start today with Katsuni from CBC News. Good afternoon. Bonjour. Le Festival d'été de Québec et les festivals de Charlevoix ont confirmé qu'ils annulent leurs événements. Il y aura bien sûr d'autres annulations un peu partout au Québec
Alors, que comptez-vous faire car ces événements sont tellement importants pour l'économie? Qu'est-ce sera fait pour aider ces régions et ces amateurs de spectacles et de musique? Réponse. J'ai parlé à Mme Nathalie Roy de la culture et Mme Caroline aussi du tourisme. Nous comprenons tout à fait la situation difficile qui prévaut et peut-être pour des mois qui vont dépasser les mois que d'autres entreprises et d'autres secteurs ont à attendre. Quand nous serons peut-être en mesure de regrouper beaucoup de gens, nous allons leur venir en aide financièrement. C'est très important pour notre population, pour la culture, avoir du plaisir ensemble. C'est important pour une société. Donc, au bon moment, nous allons leur venir en aide sur le plan financier. Est-ce possible de répéter en français sur ce sujet-là, sur cette question? Oui, bon, mais écoutez, évidemment, je comprends que la situation est très difficile pour toutes les activités qui ont lieu habituellement l'été. Je pense entre autres au festival. On comprend que ça va prendre un certain nombre de mois avant qu'on soit capable d'autoriser des rassemblements de plusieurs personnes. Mais c'est important pour notre société, c'est important pour notre culture, c'est important pour notre joie de vivre. Donc, au moment où on sera capable de recommencer ces activités, il y aura de l'aide qui sera donnée. Déjà, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, puis la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, travaillent à toutes sortes de plans selon différents scénarios pour quand on pourra recommencer ces activités comme les festivals. Merci. Back to you. J'aimerais reparler du dépistage. Vous nous avez expliqué plus tôt cette semaine que nous n'avons pas le réactif nécessaire pour procéder aux analyses. Nous avons donc ce problème. Et quand nous regardons le nombre de tests, il semble y avoir une réduction le week-end dernier. On est à environ 5 000. Mais à ma connaissance, il me semblait qu'on avait une capacité quotidienne bien plus élevée, non? Réponse. Écoutez, la question du composé chimique, le réactif, on est en train de procéder à un nouveau genre de test. Les tests qui pourront offrir une réponse dans les 15 minutes. Il faut se rappeler qu'au Canada, on est un des endroits qui fait le plus grand nombre de tests de dépistage. Et cela sera donc corrigé. Nous avons nous servir des tests qui fait partie, en fait, de la stratégie qu'il nous faut adopter lors de cette pandémie. Maintenant, nous mettons beaucoup d'énergie dans les centres de longue durée où il y a des décès un peu excessifs, mais on va augmenter le chiffre. Nous allons maintenir la cadence. Nous avons une capacité de 6 000 tests, et ça va augmenter. Et nous allons nous assurer que nous nous servons des tests le plus largement possible. Mais j'ai bon espoir que le problème du réactif ne sera plus un problème. La recette venait de Winnipeg, qui venait avant cela de France, et donc on pourra produire notre propre réactif en laboratoire. Prochaine question. Hier, vous avez dit que le personnel des centres de longue durée seront testés. On nous dit qu'il est trop tôt pour dire comment cela se passera. Donc, c'est pour quand ces tests-là en CHSLD? Et comment allez-vous gérer cela? Réponse. Comme je l'ai dit en français, nous allons débuter avec les centres de longue durée où il y a des cas suspects, et ça c'est pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons faire passer un test à tous les résidents et tout le personnel. Et c'est en train d'être mis en œuvre. Question. Quand les entreprises et les commerces vont rouvrir, comment allez-vous assurer qu'ils suivent les consignes et les restaurants? Les gens vont manger autour de table. Comment les directions de restaurants vont
s'assurer que des clients qui viennent vivent vraiment dans la même maison? Réponse. Tout cela se passera graduellement. Nous allons commencer avec des entreprises où les employés peuvent rester à 2 mètres les uns des autres. C'est pourquoi, si les questions du secteur de la restauration, les restaurants ne seront pas dans le premier lot des entreprises à rouvrir. Cela prendra plus de temps pour le secteur de la restauration de reprendre ses activités économiques. Nous travaillons avec la Commission de la santé et sécurité au travail pour que ceux qui vont rouvrir en premier connaissent les critères. Nous avons des inspecteurs sanitaires, des inspecteurs du milieu du travail. Et si les gens ne respectent pas les consignes, nous allons nous servir de sanctions et de peines. Nous ne voulons pas aborder cela du point de vue des contraventions, mais nous voulons surtout que les gens sachent, secteur par secteur, quelles sont les recommandations. Et s'il y a des problèmes avec l'application, c'est clair que les inspecteurs sanitaires pourront arrêter des travaux ou émettre des sanctions. Question par courriel pour M. Legault et Dr Arruda. Hier, vous avez dit que les règles de la distanciation sociale devaient continuer pour quelque temps. Nous savons que ce virus est très mobile. Pouvez-vous nous dire quelles activités pourront reprendre en premier et est-ce que, au fur et à mesure que nous serons sur la pente descendante, pourrons-nous faire visiter des maisons, retourner à l'école, aller dans les parcs, socialiser? Réponse. Il est question d'un plan de rouverture. Donc, selon les critères sanitaires, premièrement, il y aura le 2 mètres. Donc, peut-il cet entrepreneur respecter ce 2 mètres entre ses employés? Ensuite, nous prendrons aussi en compte l'âge de la population. Comme je l'ai dit auparavant, 99% des décès enregistrés jusqu'ici sur le territoire québécois ont eu plus de 60 ans. Donc, c'est différent quand il est question d'une proximité avec une personne âgée ou une personne plus jeune. Donc, ce sont les genres de discussions que nous avons et nous avons l'intention bientôt de présenter un plan étagé de rouverture. Cela fait 1 mois que nous travaillons là-dessus. Ce n'est pas de l'improvisation. Nous étudions de très près la situation, où nous en sommes dans la courbe pandémique et quelles sont les pratiques exemplaires ailleurs. Donc, ce n'est pas une improvisation, mais c'est clair que on a fermé du jour au lendemain, mais en fait, pour repartir, ce n'est pas un interrupteur, c'est plutôt un gradateur qui va être utilisé pour ramener la vie normale. Question. Les autorités sanitaires montréalaises disent que le pic à Montréal est attendu dans quelques jours et le 18 avril pour la province. Pouvez-vous nous parler de ce pic sur le plan des décès, des CHSLD, des hôpitaux? Réponse. Tout cela est dans les projections révélées il y a quelques jours. Bien sûr, à Montréal, il y a plus de cas et en même temps, nous sommes plus près du pic. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Il n'y a pas de chiffre ou de date exacte, mais on peut avoir des prévisions assez bonnes dans les documents déjà rendus publics. Question pour Dr Arruda ou Mme McCann. Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît, sur vos réflexions quant aux tests sérologiques sur les anticorps pour voir combien de personnes sont dans une immunité soit naturelle, soit acquise. Et cela nous permettra de mieux savoir comment procéder dans les 12 prochains mois en attendant le vaccin. Réponse. C'est une question fascinante. Nous voulons faire des tests de séroprévalence. C'est que, y a-t-il quoi, 10, 20, 30% des Montréalais ont été infectés?
On a testé beaucoup de gens, mais comme tout autre pays et comme le Canada, nous allons procéder à ce genre d'études. Et cela sera fait partout, je dirais au Québec, avec des échantillons, mais aussi de façon prospective dans différentes régions pour mieux comprendre quelle sera la prochaine vague, si jamais prochaine vague il y a. C'est différent s'il y a 80 des gens qui ont été infectés par rapport à 10 Dernière question. Vous ne testez pas les gens qui se sont rétablis. S'ils ont encore le virus après 14 jours sans symptômes, qu'allez-vous faire? Réponse. Et que nous apprenons beaucoup. Comme cette question de la transmission avant symptômes, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, il y a de plus en plus de renseignements qui sortent. Au fait, ce n'est pas une garantie de 100 Je dirais que la probabilité de quelqu'un qui n'a aucun symptôme pendant 14 jours, même s'il avait un peu de problème, il ou elle ne serait pas très infectieux ou infectieuse. Je pense que c'est ça la situation. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas porteurs du virus, mais la charge virale. Et donc, ce ne serait pas assez dans les excrétions corporelles pour infecter d'autres. Merci. Nous avons un devoir de protéger les personnes.